Bonjour tout le monde, bonjour chère femme divine, c'est Divine. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle édition de votre programme Divine le Live. Alors pour celles et ceux qui sont maintenant habitués, Divine le Live donne la parole aux femmes. Tout simplement, nous souhaitons donner la parole aux femmes, les mettre sur le devant de la scène parce que nous savons, du moins moi je sais que les femmes, elles ont toujours quelque chose à dire. Et lorsqu'une femme sage ouvre la bouche, c'est très, très intéressant et édifiant. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous le parcours de notre invitée du jour, Linda. Bonjour Linda, Bonjour Divine. comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Alors, déjà mes remerciements, hein, merci pour ta présence et ta participation ce matin. Merci à toi aussi de m'avoir invitée. Je sais, je vois que tu es une femme, je ne sais pas si on peut dire hyper active, en tout cas très active et occupée. Donc, Ok. donner ce temps-là, ça doit être pour toi quand même, voilà, une sacrée organisation. Mhm. Oui, oui, en fait, j'ai aménagé mon horaire d'aujourd'hui pour pouvoir Voilà. parler avec toi. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci au nom de celles et ceux qui vont nous suivre, parce que je sais que, voilà, tu vas nous apporter, voilà, des éléments ce matin qui vont vraiment, vraiment nous faire du bien, je le crois, je pense. Alors, Mhm. avant de rentrer dans le vif du sujet, d'évoluer dans notre échange, est-ce que tu pourrais te présenter? On veut vraiment en savoir le plus possible sur toi. On te voit sur les réseaux sociaux, très présente, très active, très engagée. Alors, on veut vraiment savoir qui est Linda. Ok, Linda, il y a des gens qui me connaissent sous le nom Linda et d'autres sous le nom Myriam. Donc, par exemple, en Europe, tout le monde me connaît plus sur le nom Myriam dans tout ce qui est administratif parce qu'en fait, je m'appelle Myriam Petronel Linda. Ok, Ah, donc école, boulot, milieu un peu européen, LinkedIn, c'est plus Myriam. Et Linda, c'est vraiment le petit nom dans toute la famille, les amis, les gens sur Facebook me connaissent aussi plus Linda. Euh, En fait, j'ai un profil, si on peut dire, je job depuis que j'ai, je pense, 15-16 ans. J'ai voyagé dans 7 différents pays. Académiquement parlant, bon, j'ai un niveau de certificat en économie de l'Université du Québec à Montréal. Je suis pas quelqu'un en fait, je suis quelqu'un qui a été en même temps brillante dans le volet académique, mais en même temps pas reconnue brillante. C'est-à-dire que je n'ai pas terminé certaines choses que j'ai commencé, soit parce que ici, dans le milieu un peu belge, c'était plus compliqué avec le système, soit parce que quand j'ai commencé certaines études, il y avait des côtés financiers quand j'étais au Canada, aux États-Unis. Mais donc, j'ai continué ce parcours-là, académique personnellement. Je me suis auto-formée personnellement dans mhm. les domaines que j'aspirais à réussir à titre académique. Et puis, je dois dire que quand même, j'ai une expérience de travail dans 6 pays différents, 6, 7 pays, que je ne me trompe pas. Donc, dans différents domaines, j'ai à peu près 7 ou 8 profils, au point que certaines personnes me disent, mais bon, ça a l'air de pas avoir une logique. Mais donc, voilà, je suis quelqu'un qui aime travailler. Et je dis souvent, mon pays, c'est là où je peux travailler. Et Donc, bon, je suis maman, j'ai une enfant, j'ai beaucoup de neveux, je suis l'aînée d'une famille. Et voilà, je suis congolaise aussi, hein, donc née en Belgique. Voilà, j'ai vécu 11 ans au Congo, ça m'a fait du bien. Et je m'apprête à retourner au Congo d'ailleurs là même. mais dis donc, mais vraiment, il y a déjà là tellement d'éléments, tellement de choses à creuser. Donc, tu as vécu dans 7 pays ou tu as traversé 7 pays. Est-ce que tu peux détailler ça? Tu as vécu dans 7 pays. Oui, bah, en fait, mes parents sont venus ici pour étudier en tant que, à l'époque, c'était Zaïrois, congolais, Zaïrois. Bon, oui, quand ils sont arrivés ici, c'était congolais, puis à un moment, il y a eu la zaïranisation. Oui. Et donc, je suis née pendant qu'ils étaient aux études. Et puis, eux, quand ils ont terminé, ils ont décidé de rentrer au pays et ils m'ont laissé un peu ici en famille d'accueil. C'était la mode, hein, à l'époque. Les Zaïrois laissaient Là, leurs enfants dans des familles d'accueil en Belgique, en tout cas. mhm. Et puis alors moi, à 19 ans, j'ai eu l'occasion d'aller en Angleterre. Quand j'ai terminé mes études, mon père m'a donné cette bénédiction-là
d'aller en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et j'y suis restée 1 an où j'ai recommencé j'ai fait des tests d'anglais, dont le First Certificate of Cambridge, et j'ai recommencé mon niveau de 5e. Donc l'objectif, c'était de commencer les études là-bas. Il y a eu des problèmes dans sa vie financière qui ont fait que j'ai dû revenir ici. Et puis après, quand l'occasion s'est redonnée, il m'a permis d'aller au Canada. Donc j'ai commencé des études au Canada. En même temps, j'avais déjà commencé à travailler ici. Donc, en même temps, quand j'étais au Canada, j'ai continué. C'est-à-dire qu'ils participaient, mais je travaillais aussi. Et j'étais aussi, bon, voilà. Et donc, au Canada, j'ai commencé à travailler. Et à un moment, au moment de un peu l'arrivée de la FDL aussi, il a eu des problèmes un peu financiers qui fait que, bon, moi, étant l'aîné de la famille, ben, je me suis débrouillée. J'ai eu un permis de travail, mais j'ai pas pu continuer de payer si on peut dire, un permis de travail en tant qu'étudiante. J'ai pas pu continuer mes études et j'optais pour revenir en Belgique. Et j'avais un cousin aux États-Unis qui m'a dit, ben, pourquoi tu vas retourner aux États-Unis? Tu as pratiquement atteint ceci et cela. Allez, viens pourquoi tu vas retourner en Belgique? Viens aux États-Unis. Voilà. Donc, j'ai été aux États-Unis, mais ça a été le 11 septembre. Donc, j'ai eu le visa, j'ai fait les démarches et tout. Et j'ai fait, par exemple, je crois, 6 mois. J'ai fait à peu près 5 mois comme ça, où j'ai pu jobber comme ça, là. Et puis, quand les cours ont commencé, j'ai commencé les cours et puis il y a eu le 11 septembre. Donc, c'était ce trimestre-là. Et c'était un peu trop dur. C'était trop difficile à ce moment-là. Donc, je me suis dit, ah non, je rentre. J'avais rencontré le papa de ma fille qui était basé sur la Belgique. Et donc, je l'ai rejoint ici. Arrivé en Belgique, on a fait nos projets. On a dit, bon, si on doit commencer une vie de couple sérieuse, ben, lui, il avait déjà été au Canada, il avait déjà été aux États-Unis et il avait vécu au Congo. Alors, on a dit, bon, si on doit recommencer à zéro en tant que couple, on va où? Et alors, on avait opté, c'était la période du 1+4. Et on a opté pour dire, ben, moi j'ai dit, si je vais jamais vivre, parce que j'allais en vacances, si je vais pas vivre définitivement, j'avais 32 ans à ce moment-là, j'ai dit, ben, si je vais pas maintenant, je n'irai jamais, quoi. Donc, on a opté pour le Congo. Et donc, je suis allée, d'ailleurs, c'était pour un matanga, pour un deuil, qui était chez lui. Il a dit, mais amène quand même ton CV. 1 an avant, on était parti en prospection. Et puis, 1 an, donc après, il y a eu ce matin, elle a dit, prends quand même ton CV. Et on était censé partir 2 semaines ou 1 semaine. On a prolongé 1 semaine. Et en 1 semaine, je me suis dit, bon, si je dois trouver un travail au Congo, avec ma mentalité un peu qui est plus européanisée, où je peux travailler. Je me suis dit, ben, les corps diplomatiques. Donc, j'ai pris la liste de tous les corps diplomatiques et j'avais une liste de 77 établissements. J'ai fait mon CV, ma lettre de motivation. J'ai déposé comme en Europe. Hein. J'ai déposé. Et puis, l'ambassade de Belgique m'a contacté. J'avais quelqu'un que je connaissais à l'ambassade de Belgique qui avait dit, tu sais, nous, on recrute et tout ça. Mais de toute façon, j'avais postulé chez tout le monde. L'ambassade de Belgique m'a dit, ben, écoutez, c'était 1 semaine avant que je reparte au Congo. Il a dit, ben, écoutez, c'était le 3 mars. Ils m'ont dit, si vous pouvez revenir pour le 3 mars, on vous recrute. Parce qu'on m'a fait les tests et je parlais mieux néerlandais que les autres personnes. Et comme il y a des correspondances aussi en néerlandais, qu'il y a du staff qui peut être néerlandophone au ministère des Affaires étrangères. Et donc, j'ai dit oui, je peux. Donc, là, on arrive au Congo, donc là, voilà. on parler de la Belgique, le Canada, les États-Unis, le Congo. Voilà. Je pense qu'il reste encore 3 pays. Attends. Belgique, Angleterre, Canada, États-Unis, Congo. Il reste un pays, et c'est quel pays? Irlande. Oui, je suis tombée. Irlande. Voilà, je suis tombée. En fait, après 11 ans au Congo, j'ai eu la jaunisse, l'hépatite A, et c'était assez grave parce que normalement on peut pas l'avoir à un certain âge. Donc j'étais hospitalisée au Congo, et comme je travaillais à mon propre compte et que je devais opter, enfin je voulais pas être dépendante familialement, je me suis dit ben je rentre en Belgique, c'est ma base arrière. Ici, on a fait les tests, on a vu que oh non, vous êtes guéri.
Donc, j'ai eu une longue convalescence. Et au bout de 6 mois ici, je trouvais que c'était compliqué. Je comprenais les raisons pour lesquelles j'avais quitté, en fait, plus jeune, hein, que j'avais motivé. Tu ne retrouvais plus, en fait, hein. Oui, mais en fait, déjà à l'époque, quand j'avais quitté, je m'y retrouvais pas. Hein, quand j'avais 26 ans, je m'y retrouvais pas. Et 25-26 ans, donc ce qui avait motivé que j'avais négocié avec mon père en disant est-ce que tu peux pas m'aider d'aller au Canada, on peut faire 50-50, je job et tout ça. Et donc voilà. Et donc je suis partie en vacances pour accompagner une copine qui voulait s'installer en Irlande. Et je dis mais tu peux pas aller comme ça, tu as 2 enfants, allons d'abord pour une prospection. Je t'accompagne. Donc elle est partie avec un de ses fils. Et j'ai fait 3 semaines et demie. J'avais un cousin qui était là, on est parti chez lui. Et en 3 semaines et demie, j'avais grossi, ma convalescence, j'allais mieux, je me sentais. J'ai dit non, non, ça c'est le pays où je dois être. Et puis j'ai fait une prière parce que je crois dans le Seigneur. Et j'ai fait une prière, j'ai dit, j'avais un dossier de litige qui était au Congo, qu'une entreprise devait me payer un certain montant depuis des années. Mais on ne s'entendait pas. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si cet argent se débloque, ok, c'est que vraiment je peux mettre les pieds ici dans ce pays. Et j'avais dit ça aux membres de ma famille, à ma copine, quoi. Elle me dit, ben, ma chère, si cet argent se débloque, tu es obligée, hein, tu peux pas faire marche arrière. Je dis, oui, je vais regarder. Et puis, le lendemain, quelqu'un me contacte par Facebook et me dit, écoute, ma soeur, son mari travaille dans telle entreprise, t'as un litige avec et tout et tout. Et le jour où je devais revenir en Belgique de ces vacances-là, le monsieur voyageait. Donc, on s'est rencontrés à l'aéroport pour faire les signatures de l'accord du… Donc, c'était vraiment un signe de Dieu qu'il fallait que je sois en Irlande. Et l'Irlande m'a beaucoup ouvert. Donc, c'est 6 pays. Parce que j'hésite des fois, parce que entre 6 et 7 pays. Mais finalement, là, au moment où on se parle, tu es en Belgique. Alors, oui, là, en plein carton, je déménage dans mon appartement le 30 et puis je dois encore voir pour les modalités de billets et tout ça. Je rentre au Congo. Je rentre au Congo. Oh là là, oui. Mais alors finalement, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision-là? Parce qu'après avoir traversé 6 pays, là, tu décides de rentrer au Congo. Bon, déjà, moi, j'avais… Ton pays d'origine, parce que tu n'es pas né au Congo. Mais non, là, je suis pas née au Congo. C'est comme un retour aux sources. Mais qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Mais déjà, je pense que psychologiquement, depuis mon enfance, j'ai été programmée par mes parents comme quoi un jour, ce que tu feras, ce sera utile pour le Zaïre. Donc, je pense que je ne me sens pas accomplie, ok? Je ne me sens pas accomplie si ce qu'on m'a programmé d'être et de faire, ok, n'est pas accompli. Ça, c'est déjà ça. Je pense que les parents doivent vraiment réfléchir, mais c'est logique. C'est logique. Les Italiens pensent comme ça. Les gens qui sont d'origine d'un autre pays, ok, en général, ils vont pas immigrer dans un pays pour y rester. Ils ont une raison. Moi, mes parents, ils étaient venus pour étudier et ils sont repartis dans leur pays. Et donc, ils ne pouvaient jamais se dire que leurs enfants allaient rester en Europe. Ils voulaient juste que leurs enfants aient la chance de pouvoir avoir une éducation. C'est vrai, voilà. C'est vrai ce que tu dis, mais concernant, bon, je ne sais pas d'autres pays, mais ce que tu dis, c'est vrai. Mais concernant le Congo, on a l'habitude de voir quand même l'inverse. C'est plus des Congolais natifs du Congo qui sont là-bas au Congo, qui ont le projet de tout quitter pour venir s'installer en Europe. Et là, aujourd'hui, on voit Linda qui se dit, je quitte tout ici en Europe pour aller m'installer au Congo. C'est vraiment… parce que j'ai vécu… C'est vraiment une action à contre-courant, si je peux dire, par rapport à ce qu'on voit. Mais les gens nous disaient ça déjà en 2003, quand avec le papa de ma fille, on avait fait ce geste-là. Ils avaient dit, mais vous êtes fous, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas ceci. Et quand moi, je suis revenue après 2 semaines et que j'ai dit, j'ai déjà un boulot, tout le monde était là. C'est la première fois qu'on rencontre quelqu'un. À peine tu es parti 2 semaines, tu as postulé et tout ça. Donc, il y a aussi le bien-être. C'est-à-dire, en tant que femme,
et en tant que femme noire, ok, il y a des choses que dans certains pays, je n'accepte pas. Moi, il y a des choses que je n'accepte pas en tant que femme noire, par exemple, en Belgique, mais que je vais accepter au Canada, je vais accepter aux États-Unis, Comme quoi, je vais accepter en Irlande. Comme le fait que tu es dans un pays et quelque part, tu as la nationalité du pays ou tu as vécu dans ce pays pendant des années et que tu continues de voir des choses où tu es traité par rapport à ce que tu es et non, enfin, ce que tu ressembles et non par rapport à ce que tu es. Et un étranger qui vient d'arriver, pour lui, c'est une bénédiction. Il voit plein d'autres choses qui sont compensées. Mais toi qui as vécu dans les petits villages avec les blancs, les trucs comme ça, tu n'aimes pas quand il y a toujours le même scénario, en fait, que tu as toujours à te prouver et que tu devrais. Alors, en plus, moi, ayant voyagé, j'ai été dans des pays où avoir une identité afro, c'est revalorisant. Mais le côté francophone, c'est vraiment pas pour moi parce que dans le francophone, l'intégration demande une assimilation totale. Alors que du côté anglophone, l'intégration se fait au travers de ta communauté. Au contraire, on va trouver ça bizarre quand tu es un noir, une femme noire, qui n'est pas dans ta communauté. Un footballeur qui réussit ou un basketballeur qui réussit aux États-Unis, on attend à ce que, normalement, si tu es un homme, tu honores ton père, tu honores ta mère. Donc, tu verras qu'ils doivent toujours montrer que à Sombinda, pour il a acheté une maison pour sa maman. Et puis, à un moment, on te taquine. Comment tu n'investis pas dans ta communauté? Les Noirs américains vont te dire, mais toi, tu investis seulement dans Harlem, mais tu as un pays et tes amis les Congolais. On te rappelle tes origines, en fait. On te rappelle de valoriser. On bâtit sur les origines. Ouais. Et les Irlandais le font, les Italiens le font. C'est pas quelque chose qui est juste pour les Noirs. Les Irlandais le font, les Italiens le font. Donc, on attend de toute communauté, toute race confondue, d'investir dans ses origines et de représenter ses origines. Bien sûr, il y a des limites. Bien sûr, il y a des pays, il y a des limites. Ça va dépendre maintenant si une personne est raciste ou pas. Hein? Bien sûr, il y a des limites. Mais je trouve que tu es plus épanoui dans ta culture dans des États anglophones. Donc déjà, moi, avec la Belgique, voilà. Oui, excuse-moi de te couper. Ouais. Est-ce que toi, tu crois, par rapport à ce que tu dis là, je vais rebondir dessus, est-ce que toi, tu crois qu'on a tendance à renier ses origines lorsque on est et grandit en Europe ou lorsque on arrive en Europe après à un certain âge? Est-ce que tu penses que, là, on parle plus du Congo comme c'est ton pays d'origine, est-ce que tu penses qu'on a cette habitude-là, que les Congolais ont cette habitude? Oui, je le vois. À un moment, j'étais à l'Écodim en Irlande dans une église et les enfants, je voyais comment les enfants réagissaient pas du tout comme notre culture congolaise. Ils devenaient, ils devenaient vraiment, c'est-à-dire devenir européen, c'est prendre les attitudes, mais des fois les attitudes extrêmes. C'est même pas prendre les attitudes de l'Européen poli, c'est de prendre les attitudes de l'Européen impoli. Ok? C'est-à-dire que tu renies tes valeurs, tes origines, tes principes. Mais le pire, c'est que ce n'est pas pour prendre le meilleur de la culture d'accueil. C'est des fois pour prendre le pire de cette culture d'accueil. Et donc, j'ai vu des parents même qui étaient des parents immigrants être mal à l'aise, c'est-à-dire déifiés et être mal à l'aise vis-à-vis de leurs enfants nés ici. Et donc, moi, j'étais quelqu'un qui était avec les enfants qui leur disait, moi, je suis comme vous, hein, je suis né ici. Hein. Hein? Alors, quand on parle aux parents, on dit, mais Banamindele Bazalaka Boye. Donc, il est fier de dire que, oui, mon enfant, c'est un enfant de blanc. C'est un enfant qui est né ici. Il y a une sorte de complexe entre le parent qui est arrivé et qui n'a pas tous les droits et son enfant qui est né ici et qui dit, ben oui, mais les enfants, ils sont comme ça. Et donc, on rejette toute une série de valeurs, de principes que moi, aujourd'hui, à mon âge, ce sont des principes. Chaque fois, moi, j'avais un rappel. Chaque fois que j'allais en vacances, chaque fois mes parents, des membres de famille venaient, même quand j'étais à l'école, les Aïroises, moi, j'ai appris le lingala à la cour de récréation parce que mes parents ne me parlaient jamais en lingala. Et j'étais en famille d'accueil chez les Blancs, donc ils ne me parlaient pas. Donc, quand j'allais en vacances, tu dois avouer que c'est pas si facile aussi d'avoir un juste milieu. Parce que quand justement tu évolues comme ça dans une double culture,
toi, tu viens d'ailleurs, tu arrives dans un pays, entre guillemets, étranger, et tes enfants naissent dans ce pays, grandissent dans ce pays, il y a un petit décalage, mais c'est pas évident de faire, de trouver un juste milieu. Comment trouver ce juste milieu, là, selon toi? C'est l'amour de ton pays, c'est l'amour de ta culture, c'est l'amour de qui tu es, c'est accepter d'où tu viens. C'est pas parce que tu as changé de pays que tu as moins de valeur ou que tu dois rejeter maintenant, tu prends un nouveau truc. Bon, moi, je dis par exemple, pourquoi faire semblant? Moi, je sais que mon arrière-grand-mère, c'était une bonne. Des deux côtés, d'ailleurs, je pense, en tout cas du côté de ma mère, mon arrière-grand-mère, c'était une bonne. OK? Et du côté de mon père, mon arrière-grand-mère, c'était aussi une bonne. Et mon arrière-grand-père aussi, c'était un travailleur, un domestique. Après, quand je vois ma grand-mère du côté de mon père, c'était Moteki Mikate, donc il vendait les petits gâteaux là, hein, qu'il vendait dans la rue devant la parcelle. Il faut savoir d'où on vient. Moi, je rappelle toujours à mon enfant que tu n'as pas le droit. Tu dois toujours te rappeler d'où tu viens. Tu n'as pas le droit à l'erreur parce que quand tu es en Europe, si tu es dans la rue, un policier va pas te voir. Un policier va pas te voir comme un occidental, il va te voir comme un enfant noir. Et si tu n'as pas les bonnes valeurs, que tu prends les pires valeurs, ok, tu auras plus de chances de te retrouver, par exemple, en prison. OK? Mais ça, c'est quoi? C'est de pouvoir se rappeler, les Juifs le font quand ils sont à la maison. Les Italiens le font. Et les Congolais le font quelque part, les Africains le font puisqu'ils gardent la nourriture. Mais ils gardent la nourriture, mais toutes les autres valeurs, on dirait qu'on les rejette. On dirait qu'on accepte ce dictat de dire que bon, si tu es africain, sois pas trop africain en dehors du boulot. De la maison. En dehors de la maison. Oh là là. Et alors maintenant, ça casse. Et moi, justement, j'ai tellement développé mon africanité. Okay? Donc, quand j'étais au Canada, je me suis fait élire présidente des étudiants africains de l'UQAM. Donc, ça, là, développer ton africanité, vraiment, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a attiré? Donc, c'est principalement l'amour de ton pays. Tu as parlé aussi de tes parents. Est-ce qu'il y a autre chose encore qui t'a attiré vraiment à 1000%? Parce que là, on voit, on le rappelle, tu es né en Belgique, grandi en Belgique, donc en Europe, mais tu es passionné. Moi, si je peux dire passionné de ta culture, passionné de tes origines, tu connais, tu maîtrises, on peut dire quand même l'histoire du Congo. Donc là, pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Être passionné vraiment. Donc, c'est même pas que tu vis tes origines, mais c'est vraiment une passion. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment attiré dans cette dimension, en fait, d'amour? Je crois que le Seigneur te fait naître d'abord dans une famille pour que enfin, le Seigneur c'est comme dans la Bible, on dit, je te connaissais avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Je crois que le Seigneur me connaissait déjà, il avait déjà mis une vocation en moi, une expertise, et il m'a mis dans une famille qui a une histoire et qui parle de son histoire et qui est fière de son histoire. Ma mère m'a toujours raconté les histoires, c'est-à-dire le peu de temps que je passais avec ma mère, quand elle venait en vacances ou quand j'allais au Congo, elle me racontait les histoires non seulement de ma famille, mais aussi du Congo. Elle a fait Sciences Po, elle a fait coopération développement, elle a travaillé au ministère du genre. À l'époque, c'était la condition féminine. Donc, elle avait toute une série d'histoires qu'elle avait à me raconter sur nos vies, sur nanana. Donc, ça a développé pour moi une passion de l'histoire déjà. Hein. Et du côté de mon père, il y avait toujours un rappel. Quand on allait, on était en famille. Donc, dès qu'on arrivait au Congo, ben, on nous laissait là chez une grand-mère et on se retrouvait avec nos cousins, nos oncles. On allait visiter nos oncles. Donc, il y a eu cet amour. Mais il y a eu aussi ces aptitudes que j'avais, je pense, ces compétences que j'avais. Notamment, j'avais commencé des études. C'est comme ça que j'ai rencontré Julie Chenda. Hein, vous êtes, vous êtes les twins des femmes. Vraiment mon double. Voilà. Et donc, j'ai commencé des études en sciences sociales. Mon objectif, c'était faire la sociologie. Donc, même si j'ai pas pu continuer la sociologie, les 2 années que j'ai fait en Candie m'ont permis d'avoir les techniques de recherche. Et j'ai continué toute ma vie. Le fait que je vive en Belgique dans un état constant, parce que c'est-à-dire qu'en même temps, je suis métisse, ok? Donc,
quelque part, tu es toujours remis en question parce que tu es en même temps, tu as du blanc, en même temps, tu as du noir, ok? Mais même parmi les métis, je ne suis pas vraiment perçue de la manière dont il faudrait que je sois perçue parce que je ne suis pas une métisse blanc et noir. Je suis métisse, ma mère, elle est bantou, 100% noire, ébène, et mon père, il est carteron blanc. Hein? Et il est d'une lignée, pas dans une famille métisse, parce qu'il y a des familles métisses qui se marient entre métisses, ils se marient entre métisses. Mais lui, c'est une branche qui est métisse et tout le reste, on a un groupe de presque 500, les Bonongués, c'est un gros groupe de 500 pratiquement dans le monde, mais encore au village, encore tu vas trouver plus. Et c'est la majorité poébène. Vous voyez, c'est la majorité 100%. Donc, nous, on est un accident, le métissage, notre branche. C'est un accident de l'histoire, voilà, de coloniale. Une belle voilà. Que tu es là aujourd'hui. Alors, on essaie de poursuivre là, bon. Voilà. On ne va pas trop s'étendre, on essaie de toucher un peu tous les points parce que c'est pas possible de parler de Linda en 30 minutes, en 35 minutes. Et je crois même en 1 heure, ce n'est pas possible. Il y a tellement de choses. Donc, il y a tellement de choses. Voilà. Et donc, pour résumer, chaque situation où vous voulez me mettre dans une case, c'était une situation où je voulais faire comprendre aux gens que non, la perspective, c'est pas ce que vous pensez. Donc, quand un blanc a un préjugé et qui veut me faire rentrer dans le préjugé parce que je suis un peu blanche, je dis, ben non, la perspective, elle est noire. Quand un me mettre dans le préjugé de la perspective du noir par rapport au blanc, je dis, ben non, parce que ceci. Donc, à force de vouloir ne pas être dans la case dans laquelle on me fixe, eh bien, j'ai dû, parce que tu dois, des fois, on te demande de débattre ton point de vue. Pourquoi tu penses pas comme nanana? Pourquoi tu penses pas? Et donc, ça m'a poussé à expliquer aux gens historiquement, à expliquer aux gens sociologiquement, à expliquer aux gens humainement. OK? Et je pense que, par exemple, le volet histoire, c'est ça. D'accord, OK. Vraiment, c'est très profond. Donc, tu partages même, hein, tu partages l'histoire, cette histoire-là, l'histoire, la sociologie, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as étudié, ta formation, ton bagage intellectuel, tu le partages. C'est ce que tu partages sur ta page Facebook. Et parlons un peu maintenant de tes activités professionnelles, parce que tu as aussi un travail qui est assez spécial. Est-ce que tu peux nous en parler? Je suis job et business facilitatrice. Le job, c'est que j'aide les gens dans le monde de leur employabilité et ça va de les capacités à pouvoir avoir un emploi à les capacités d'évoluer dans leur emploi. Mais dans le business facilitation, c'est un peu le bout de job facilitatrice, c'est-à-dire que si tu ne sais pas avoir un emploi, tu peux créer ton emploi. Donc, je fais le saut d'aider les gens à créer leur emploi. Mais je peux aussi aider des gens dans leur business à avoir un meilleur business. Donc, j'ai eu, en fait, quand j'ai vécu au Congo, à un moment, j'ai travaillé 4 ans pour l'ambassade de Belgique. Et après ça, quand j'ai été licenciée, il fallait que je trouve un moyen de gagner ma vie. Et j'ai eu des actions ponctuelles qui m'ont fait découvrir que je pouvais être une business facilitatrice. Et donc, selon les contrats, je me suis adaptée. Et la plupart du temps, c'était accompagner des délégations académiques, comme l'ENA France a dû relancer. Ils m'ont demandé si je pouvais pas les accompagner. Des délégations pétrolières, des délégations, enfin, plein de choses. Et à un moment, j'ai acquis une expertise qui faisait que les gens commençaient à venir vers moi. Par exemple, les diasporas qui revenaient parce que, voilà, on me voit avec des délégations brésiliennes, sud-africaines, canadiennes, françaises. On me voit dans des trucs d'action, on me voit. Et à chaque fois, je m'adapte par rapport au contrat. Par exemple, il y a un Congolais qui était basé en France, qui avait un concept qu'il voulait lancer, et puis il m'a dit, est-ce que tu peux te démarcher pour moi, me trouver des clients? Donc, je faisais les recherches. Donc, à un moment, tu as un carnet d'adresses et tu as une expérience du terrain qui fait que les gens viennent vers toi pour voir est-ce que tu peux, et on discute le contrat, et alors on peut aller sur le contrat. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est parce qu'avec le Covid, on était en confinement. Tu gagnes ton argent comment? Hein? Tu gagnes ton argent comment? Parce que tu as ton propre compte. C'est ces contrats-là, soit de job facilitation, soit de business. Donc, c'est un moyen de faire une visibilité de mon expertise pour que les gens voient de quoi je suis capable.
Et quand je relance mes contrats, on peut voir sur Facebook, les gens tapent, hein, ils googlent, ok. Et c'est un moyen aussi d'avoir des clients. Il y a des gens qui me soutiennent et il y a des gens qui m'appellent et qui me disent, ben, tiens, je veux réviser mon CV, tiens, je veux nanana, et de pouvoir faire des séances one-to-one et se faire payer à l'heure. Ok. Mais ce que je veux surtout insister, c'est que j'ai remarqué dans ma job facilitation, business facilitation au Congo, qu'il y a un manque d'estime de soi. Et Wow. ça, c'est très important. On ne peut pas réussir ce qu'on entreprend si on ne croit pas en soi. Et il y a un manque de prise en considération de son vocationnel aussi. Donc, il y Et a toi, tout tu ça. travailles aussi sur ça, tu travailles aussi Oui, du coup en quand lien. vous avez oui, quand vous avez des Africains qui disent que c'est l'Européen qui amène tout et l'Africain n'a jamais rien fait, selon la conception coloniale et selon la conception esclavagiste qui est donnée dans les deux continents, comment voulez-vous que la jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse, elle a besoin de leadership, elle a besoin de mentoring. De Dans modèles un qui cadre, lui on leur ressemblent. dit Elle a besoin de comment? modèles, elle a besoin de modèles qui lui ressemblent aussi. Voilà. Et les seuls bons modèles qui lui ressemblent, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui peut montrer que voilà, dans l'histoire, il y a des gens qui ont réussi. Ça commence d'abord par connaître l'histoire de ton Afrique, de ton ethnie, de ton pays, et de savoir que non, ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Donc, le problème chez les Congolais, chez les Africains, c'est qu'intrinsèquement, on veut te faire croire que parce que tu es noir, il y a ceci. Et que le meilleur, c'est le noir américain. Et le meilleur dans le noir américain, c'est le rappeur, Donc, il y a c'est beaucoup le de complexes. footballeur, c'est le basketballeur. Donc, il y a beaucoup finalement de complexes et de comparaisons qui sont au Voilà. point d'étage. Voilà. Et donc, le manque d'estime de soi, ok, et ça, je le vois dans le CV, le manque d'estime de soi et l'ignorance. Et parmi les jeux, parce que moi, ma spécialisation en job facilitation, c'est le public africain, le public congolais d'abord, mais c'est le public africain. Donc, tout le temps, quand je sens que la base, c'est le manque d'estime, c'est d'abord de permettre à ces gens de savoir qui ils sont. En tant qu'être humain, tu es qui? Voilà. En tant qu'être humain, tu es qui? OK? Et le problème de l'Afrique du Congo, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois. Donc, de toute façon, il faut qu'ils aient une estime de soi de telle manière à ce qu'ils puissent se dire, je vais créer mon emploi. Mais si déjà tu ne crois pas en ton identité et que tu ne crois pas que tout ce qui existe dans le monde entier vient de l'Afrique, c'est juste que ça a été transformé. OK? Mais donc, ce qui explique qu'un Chinois vient chez toi, il transforme et il devient riche. Le Libanais vient chez toi, il transforme, il devient riche. Mais toi, tu penses que c'est l'Europe qui va te faire transformer et devenir riche. Ah oui, Alors donc que, comme je finalement, dis, ta tâche est voilà, rude hein, parce que ça remet en cause une mentalité, ça remet en cause une éducation, ça remet en cause une organisation politique, sociale, donc ça touche vraiment tous les domaines, quoi. Mais dans tout ça, dans tout ce que Linda est et dans tout ce que Linda fait, quelles sont tes principales sources de motivation pour toutes tes activités? aujourd'hui, parce que les motivations varient avec l'âge. Aujourd'hui, ma motivation devrait être financière, mais j'ai toujours travaillé et d'ailleurs, je dois remercier Julie qui, en fait, le premier boulot, si on peut dire, solide que j'ai eu quand je suis revenue ici en Belgique, c'est par Julie que j'ai pu travailler dans le télémarketing pendant pratiquement 4 ans. Et c'est une expérience de travail qui m'a aidée. Elle travaillait chez KI Partners, son frère aussi, et donc j'ai commencé là-bas. Mais à mon âge, aujourd'hui, je vais avoir 50 ans, enfin en juin, je veux travailler dans ma vocation. Donc ma motivation première, c'est de travailler dans ma vocation. Et ma vocation, c'est si on peut dire, le développement interne des humains. Ah, le développement personnel, c'est ça? Le développement personnel des humains, oui. Les accompagner vers ce pourquoi ils sont nés. Et c'est lié aussi à ma foi, comme je crois au Dieu de la Bible et Jésus-Christ, voilà. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On parle de disciples, on parle de discipline. Il faut une discipline de vie pour atteindre ses objectifs. Et j'aime bien, par exemple, Psaume 82 qui dit, vous vivez comme des princes quelconques. OK? Dieu ne veut pas qu'on vive comme des princes quelconques. Tu as une vocation,
tu peux devenir quelqu'un qui est intrinsèque en toi, mais tu ne sais pas. Et donc, moi, l'objectif, c'est d'aider des chrétiens et des non-chrétiens à devenir, et ça me nourrit, ça me grandit. Bon, pour le moment, je récolte pas énormément d'argent de ça, mais il y a un truc qui est clair, c'est que la plupart des millionnaires font de l'argent. En fait, ils commencent à faire de l'argent à partir du moment où ils travaillent dans ce qu'ils aiment. Et c'est ce que j'aime. Voilà, je vivre là-dedans. Donc, je vais vers les millions. Et dans tout ça, toutes ces activités et ces engagements, ça demande du temps, ça demande un sacrifice de temps énorme, je pense. Mais quand est-ce que tu prends le temps pour toi? Parce que Divine, l'association Divine, est là pour encourager aussi les femmes à un moment de laisser toutes leurs casquettes pour prendre le temps pour elles, prendre soin d'elles, se faire plaisir. Donc, à quel moment, dans toutes tes activités, tu prends le temps pour toi? Je prends le temps pour moi. C'est vrai que ces derniers temps, comment expliquer? Je peux dire que je suis un peu négligente par rapport à moi, mais j'ai profité du confinement. J'ai beaucoup dormi pendant le confinement. Et le confinement m'a aidée parce que j'avais beaucoup de défis administratifs. Le confinement, et ça met une pression. J'ai eu pratiquement des problèmes graves de santé par rapport à ça, par rapport au stress, du temps qui ne s'arrête pas. Et qu'en même temps, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois régler tel problème et tu n'atteins pas tes objectifs et financièrement et ceci et cela. Et le Covid, pour moi, ça a été formidable parce que moi, j'avais besoin que le temps s'arrête. J'ai trouvé le Covid pour moi comme une bénédiction. Voilà. Dormir et ne pas avoir des problèmes administratifs, dormir et ne pas avoir des deadlines de paiement, dormir et ne pas avoir… Donc, pour moi, le Covid a été une bénédiction parce que ça m'a permis de me reposer, de prendre soin de moi, de manger comme j'en ai besoin sans avoir le stress, donc d'avoir tout ce stress parti. Et le Covid a été juste une occasion pour moi de plus faire des études bibliques et de m'assurer que est-ce que c'est mon domaine de reconversion? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que vraiment je veux plus vivre alimentairement, juste accepter le premier boulot qui arrive parce que c'est ce que j'ai toujours fait, ok? Et est-ce que je veux vraiment être focus juste sur ce domaine-là? Parce que je me suis donné des domaines bien spécifiques où je dis je n'accepterai pas de boulot en dehors de ça. Hein? Pour pouvoir être vraiment pour la fin de ma carrière professionnelle, être dans mes domaines à moi d'expertise. Et donc, oui, je prends soin de moi. Et le fait de partir, je pense que c'est une autre façon aussi de prendre soin de moi. J'ai besoin du soleil de mon pays. J'ai besoin de ma famille. Ma fille a besoin de sa famille. Elle est née là-bas. J'ai besoin d'apporter quelque chose à mon pays. J'ai besoin de construire. J'ai besoin que mon pays avance. Et je pense que mon pays ne peut pas avancer, mon continent ne peut pas avancer si moi je ne vais pas. Donc, c'est une façon de prendre soin de moi. En plus, il y a plein de sœurs qui ont développé des produits pour les cheveux qu'on ne trouve pas ici, des cheveux naturels. Mes cheveux sont plus beaux quand je suis là-bas. Les crèmes naturelles. Donc, vraiment, il y a plein de filles locales ou de la diaspora comme moi qui sont rentrées, des hommes aussi qui font des produits naturels. Donc, on est dans le kinky, hein, les cheveux naturels. Donc, il y a un grand mouvement qui est en train de se faire en Afrique. Il y a plein de scientifiques qui veulent rentrer, des hommes d'affaires, des ceci. Il y a un nouvel éveil. Et donc, prendre soin de moi, c'est être avec des gens qui raisonnent comme moi, qui veulent ces changements-là. Or, l'Europe est en train d'aller en crise. Et l'Europe, l'élite européenne ne veut pas laisser le peuple européen prendre ce nouveau tournant. On veut les canaliser vers quelque chose. Entrer dans les cases. Voilà, on veut les mettre dans des cases. On ne veut pas leur permettre de prendre des nouveaux tournants. Donc, alors, voilà. Là, nous arrivons vraiment à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Bien que très passionnant, on aimerait t'écouter encore et encore. Je vous invite à aller vraiment sur cette page, hein, sur ce profil, Linda Ndundo Bonongé. Vraiment, c'est un profil, pour moi, je dis, c'est extraordinaire. Dès que je rentre là, on apprend des choses. À chaque publication, on apprend quelque chose. C'est vraiment formidable. Alors, Linda, tu sais que l'association Divine, c'est toute une organisation en faveur de la femme pour encourager, valoriser, édifier la femme. Donc, si tu avais un mot, le mot de la fin, pour une femme qui nous a suivis ou qui va nous suivre,
quel serait-il le mot de la fin pour EVE, encourager, valoriser, édifier? La femme, c'est la clé de Dieu. La femme, c'est le roche de l'humanité. La femme, c'est le soutien que l'homme, que le fils, que la fille, ok, a besoin pour devenir ce qu'il est. Mes sœurs, franchement, si vous avez quelque chose qui bouillonne en vous, donnez-vous les moyens d'y répondre. Prenez soin de votre intellect, de votre beauté, de tout ce que. N'ayez pas peur de vous-même. Ne vous contraignez pas par rapport aux autres. Et vous avez tout votre corps, l'intérieur de votre maison, certains aspects de votre vie pour vous développer comme une superbe plante que vous êtes. Et on est là. On se tient. C'est un moment difficile pour toutes les femmes de l'humanité. Okay, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment étranges qui sont en train de se passer pour les petites filles et les petites femmes, mais c'est un moment super parce que nous sommes en train de reconquérir le territoire que la femme avait. La femme était le centre de l'adoration du monde. Les anciennes religions étaient centrées sur les femmes. Et la femme a un superbe rôle dans la Bible aussi, malheureusement on le montre pas. Donc on se tient, on est là. Je serai toujours disponible pour vous quand vous en avez besoin. Je fais des trucs en groupe justement parce que je sais que les femmes ont moins de moyens. Donc, quand je fais de la capacitation pour les femmes, je fais en groupe. Et notamment, pendant le Covid, j'ai fait même gratuitement dans un des groupes de femmes que j'avais où j'ai aidé sur des petits points de vue, des choses comme ça. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'était une émission pleine de ressources, hein, une émission, bon, pour moi personnellement, je trouve que ça a donné une énergie. Donc, c'est à vous, vraiment, à chacune de vous de pouvoir prendre votre part, saisir votre part. Une fois de plus, je vous invite à visiter ce profil. Franchement, vous ne serez pas déçus. Dans la vie, on a besoin, comme on l'a dit, de modèles, de réussite. On a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être boosté. On ne peut pas tout faire seul, on ne peut pas y arriver toujours tout seul. On a besoin vraiment de personnes, voilà, qui sont passées par certains chemins et qui ont eu une expérience et un témoignage qui va nous aider aussi à avancer, à faire aussi, à écrire aussi notre petite histoire. Donc, en tout cas, merci à tous ceux, toutes celles qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à toi pour ta participation et ton intervention. Je pense qu'on pourra toujours continuer à développer tous ces sujets très, très sensibles et intéressants, même hors antenne. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée. C'est la fin de Divine de Live d'aujourd'hui. Merci à tous pour votre présence et pour votre fidélité. Bye bye. Bye bye. Bye. Merci.